Très bien, on va attaquer maintenant le chapitre 5 concernant le courant alternatif. Alors, pour ça, nous allons commencer par introduire la notion de grandeur sinusoïdale. Comme vous le savez, la forme d'une grandeur sinusoïdale, forcément dépendant, variable dans le temps, est de la forme x de t égale à x0 cosinus oméga t plus alpha. Alors, oméga représente la pulsation, mais c'est la même chose que la fréquence, c'est la même chose que la période du signal, et donc elle est reliée à ces deux grandeurs par 2πf et 2π sur t, donc de là on déduit que 1 sur t égale à f. On définit également la phase à l'origine qui est alpha, et cette phase est définie par, elle peut être définie par l'opérateur. Voilà. Alors pour comprendre la notion de phase à l'origine, je vais prendre un signal sinusoïdal. Alors, un signal sinusoïdal, ça peut être quelque chose qui ressemble à ça avec une certaine période. Donc voilà. Et donc on a une intensité, une amplitude max ici, x0. D'accord. Et donc on a une période, par exemple, voilà, alors entre là et là, on a une période t du signal. Très bien. Alors maintenant, regardez, si je définis l'instant t égale à 0, et l'instant t égale à 0, c'est l'instant auquel je vais commencer à observer mon phénomène. Et donc, parce que le signal sinusoïdal, il est là dans le temps, mais je peux décider de le voir, ou là je peux avoir l'occasion de l'observer à n'importe quel moment. Alors, imaginez que je définisse le temps t égale à 0 ici. Vous voyez, ça c'est t égale à 0, et ça veut dire que lorsque je vais calculer x de 0 égale à x0 cosinus alpha. Et comme vous le voyez ici, comme par le choix que j'ai fait à l'instant t égale à 0, x de 0 égale à x0, vous voyez bien que cosinus alpha égale à 1. Alors ceci égale à 1 implique si alpha égale à 0. Donc par le choix que j'ai fait ici, j'ai défini alpha égale à 0, ou j'ai imposé alpha égale à 0. Donc vous voyez que cet angle à l'origine, ou cette phase à l'origine, est une grandeur qui va dépendre des choix que l'on va faire ou que l'observateur va faire dans son travail. Alors je reviens pour effacer ça, ou alors je continue et puis je reviendrai si le besoin. Alors ensuite, l'amplitude x0, ben, c'est défini ici, c'est l'amplitude max de notre signal. Alors, on définit également la valeur efficace simplement en calculant la valeur moyenne du carré de cette fonction. Donc, il suffit de faire le carré de cette fonction-là. Hein, ça fait x0 carré cosinus carré. Et je rappelle que cosinus carré n'est autre que... alors, je peux le... Allez, on va le faire, on va le développer là. Alors, ça, c'est une gomme. Je vais laisser là. Ah, je vais peut-être le finir, garder ce schéma et le développer ici. Donc là, ça c'est la valeur moyenne de la fonction au carré. Et donc si je fais 1 sur t intégrale de x0 carré cosinus carré de oméga t plus alpha dt, alors vous voyez que ça nous fait 1 sur t, alors x0 carré, je peux le sortir, intégrale de, alors 1 plus cosinus de 2 oméga t plus alpha sur 2, le tout dt. Alors lorsqu'on va intégrer, rappelez-vous que cette fonction est une fonction sinusoïdale. Donc lorsque vous l'intégrez sur une période, la période, la fonction, sur une période, la fonction prend des valeurs opposées systématiquement. Donc à chaque valeur que vous considérez ici, vous allez lui trouver un symétrique de signe opposé. Chaque valeur que vous avez là, vous allez trouver un symétrique de signe opposé. Et donc lorsque vous faites la somme sur une période, qui n'est autre que, l'intégrale n'est autre que la somme des valeurs sur toute la période, vous voyez que cette fonction-là va s'annuler. Et donc ceci nous donne 1 sur t x0 carré intégrale de 1/2 de 0 à t dt, ce qui me donne t sur 2. Donc ceci n'est autre que t sur 2. Et donc vous voyez que ceci est égal à x0 carré sur 2. Et lorsque vous faites la racine, ça vous fait x0 sur
racine de 2. Donc voilà comment on peut justifier l'expression de la valeur efficace. Et donc on définit la valeur efficace comme étant cette valeur-là. Très bien. Les valeurs instantanées du courant et de la tension, alors, en fonction de cette écriture, donc pourront se mettre U de t égale à U0, qui est l'amplitude max cosinus oméga t plus alpha, et I de t égale à I0 cosinus oméga t plus bêta. Alors vous remarquerez qu'on a distingué les phases à l'origine de la tension par rapport au courant, tout simplement parce que plus tard on comprendra que ces des valeurs peuvent dépendre de conditions de travail, et tout particulièrement des éléments du circuit électrique qu'on va utiliser. Alors on définit également une nouvelle grandeur qu'on appelle le déphasage, qui est noté phi, le déphasage entre le courant et la tension, et n'est autre que la différence entre la phase à l'origine de la tension et la phase à l'origine du courant. Alors pourquoi est-ce qu'on définit cette grandeur? Parce que c'est une grandeur qui, elle, est indépendante du choix que je fais. Rappelez-vous que je peux définir d'annuler alpha ou bêta en fonction du choix de l'origine des temps, mais une fois que j'ai défini une origine, elle est valable pour les deux grandeurs, mais par contre, la différence de phase à l'origine, elle est constante puisqu'elle dépend de cette différence, justement. Donc par conséquent, par rapport à ce qu'on a défini plus tôt, on définit les tensions efficaces de la tension et du courant comme ceci, U0 sur racine de 2 et I0 sur racine de 2. Alors la loi d'Ohm en courant alternatif, comme vous pouvez le constater, lorsque je prends une résistance entre deux points A et B, j'applique une tension U, le courant qui circule est I, et donc on établit par la loi d'Ohm U A moins UB égale à RI, qu'on appelle également UR. De même, dans le cadre d'une bobine, vous voyez que lorsque je fais circuler lorsque j'ai une FEM, je fais circuler un courant I dans cette bobine, il va apparaître une FEM induite, et donc cette FEM n'est autre que moins de dφ sur dt. Je rappelle que phi égale à Li, puisque c'est de la self-inductance, et donc si j'établis à partir de là UA moins UB qui est égal à moins E, égale à L d 2I sur dt égale à UL. Et finalement, dans le cadre d'un condensateur, toujours pareil, établi entre un point A et B, j'applique une tension U de C, il circule un courant I, et donc ce courant I, vous le savez depuis des années déjà, ce n'est autre que la variation de la charge par rapport au temps, et ce qu'on a établi lors du chapitre sur l'électrostatique, c'est que la relation entre la charge et la capacité du condensateur et la tension est donnée par cette relation-là. Et si je remplace Q ici, vous voyez bien qu'on va faire apparaître une relation entre le courant et la tension. Et cette relation-là, c'est une des relations d'Ohm. Très bien. Alors, je rappelle également les lois de Kirchhoff qu'on établit dans l'électrocinétique et qui nous disent que la loi des nœuds nous dit que la somme des courants au niveau d'un nœud égale à 0, il y a autant de courants qui rentrent que de courants qui sortent. Et la loi des mailles nous dit également que la somme des tensions au niveau d'une maille est également nulle. Alors nous allons utiliser ces lois-là ou ces propriétés-là dans un circuit RLC, donc résistance, bobine L et condensateur, qu'on va alimenter avec une tension sinusoïdale E de t, et en utilisant la loi des mailles, on va avoir la tension RI plus L d2I sur dt plus UC égale à E, avec I, bien évidemment, comme on vient de l'établir, égale à C d2UC sur dt, ou inversement, UC égale à 1 sur C intégrale de I dt. Alors la solution d'une telle équation, vous voyez que c'est une équation différentielle, puisque vous avez, par rapport à l'intensité du courant qu'on cherche, je rappelle qu'on impose une FEM à l'entrée, donc ça c'est imposé. Les éléments sont connus, L, R et C, ce sont des éléments connus. Et donc à cette tension que je vais imposer, je veux chercher quelle est l'intensité du courant qui va circuler. Et donc la solution générale d'une telle équation, la solution de cette telle équation, elle passe par la résolution de l'équation différentielle. Il y a I d de I sur dt et intégrale de I dt, dans ce terme-là. Et donc, elle passe par la résolution des équations différentielles. Cette résolution, où la solution est la somme de deux
solutions, une générale qui s'obtient par la résolution de cette équation sans second membre, et une qu'on appelle particulière et qui correspond à la solution avec second membre. Donc je reprends pour cet exercice un circuit série, mais cette fois, je réduis, pour le simplifier, je réduis à une résistance en série avec une bobine. Et donc, pour ce circuit-là, que j'alimente avec une tension E égale E0 cosinus oméga t, vous aurez remarqué que j'ai fait le choix d'annuler la phase à l'origine alpha de la tension, et donc j'ai E0 cosinus oméga t. Et donc, l'équation du circuit que j'obtiens par la loi de Kirchhoff, par la loi d'Émaille, n'est autre que RI, la tension aux bornes de la résistance, plus la tension aux bornes de la bobine, égale à la tension délivrée par le générateur qui est E, et qui est égale à E0 cosinus oméga t. Alors, la résolution de cette équation, je rappelle que l'équation du circuit, c'est RI plus L d de I sur dt égale à E. Très bien. Alors, égale à 0 puisque c'est l'équation sans second membre. Donc si j'essaie de résoudre cette équation, vous voyez que je vais avoir d de I sur I égale à moins R sur L d de T. Et donc ça, c'est simplement le logarithme de I égale à moins R sur L T plus une constante d'intégration. Et donc si je fais l'exponentielle de toute cette expression, ça me donne I de T égale à exponentielle de moins R sur L T exponentielle de la constante. Et donc que je peux faire en multipliant, en appelant ça I0, donc j'obtiens I0 exponentielle de moins R sur L fois T. Et voici l'expression générale de cette expression-là. Et donc, vous voyez, ça, c'est le résultat qu'on vient d'obtenir en résolvant l'équation générale. Alors, généralement, on note le rapport L sur R, qui est l'inverse de ça, on le note tôt, et c'est une qu'on appelle constante de temps, et donc elle a la dimension d'un temps. Maintenant, l'équation avec second membre, elle correspond au régime, comme on a dit, permanent, et elle se fait de la façon suivante. Alors, cette expression de I, on peut l'écrire aussi sous forme exponentielle, puisqu'elle peut s'écrire sous la forme I de t égale à I0 cosinus oméga t, moins phi. Alors, vous noterez ici que j'ai noté moins phi. Pourquoi ? Simplement parce que ici, I de t égale à I0, on a noté cosinus oméga t plus bêta, n'est-ce pas? Or, nous avons défini phi comme étant alpha moins bêta. Or, alpha égale à 0, donc égale à moins bêta. Et donc, vous voyez que bêta n'est autre que moins phi, et c'est ce que j'ai remplacé ici, c'est ce qui explique l'écriture qu'on a ici. Alors maintenant, pour aller sur cette expression-là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est simplement, je vais dans la relation RI plus L d de I sur dt égale à E, je remplace I ici par son expression qui est ici. Et donc vous voyez que, alors ça on peut s'amuser à le faire, RI, donc RI0 cosinus oméga t moins phi, plus, ou le moins, alors plus ou moins, donc L, alors d de I sur dt, si on dérive, donc ça me fait cosinus et moins sinus, moins oméga, donc moins L oméga I0 sinus oméga t moins phi, le tout égal à E, et qui est égal à E0 cosinus oméga t. Donc, alors c'est le résultat que l'on a ici. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de développer ce terme-là. Alors, on a dit R I0 cosinus oméga t moins phi moins L I0 oméga sinus oméga t moins phi égale à E0 cosinus oméga t moins phi.
Donc voilà l'équation qu'on va résoudre. Alors le travail de cette résolution, on va le baser sur les propriétés suivantes. Alors vous savez que sinus A moins B, c'est sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. Et puis cosinus A moins B, c'est cosinus A égale cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Donc ces développements-là, je vais les appliquer aux termes que j'ai là et que j'ai ici. Et donc ceci va me donner, en changeant de couleur encore, je vais revenir au rouge, donc je vais avoir, alors je vais développer le premier terme d'abord, RI0, alors cosinus oméga, alors cosinus A moins B, donc cosinus oméga t cosinus phi, non, là, hein, plus sinus oméga t sinus phi. Ça, c'est le premier terme, moins LI0, moins LI0 oméga. Alors, sinus oméga t sinus phi, donc sinus oméga t cosinus phi, moins cosinus oméga t sinus phi. Et donc tout ça égale à E0 cosinus oméga t. Alors, si je développe ces deux termes, vous voyez que je vais avoir, je vais mettre tous les termes, alors tout ceci égale à E0 cosinus, excusez-moi, il n'y a pas de phi ici, c'est cosinus oméga t tout court, puisqu'on a annulé phi. Donc c'est E0 cosinus oméga t. Très bien. Donc regardez ce qu'on va faire. On va mettre les termes en cosinus oméga t à part et les termes en sinus oméga t à part. Et donc ça me donnera R I0. Alors je vais commencer par le sinus. Sinus phi sinus oméga t. Ça c'est ce terme-là. Plus, non, moins L I0 oméga sinus cosinus phi sinus oméga t. Et le deuxième terme, plus, donc celui-là on l'a traité, il nous reste ça, R I0 cosinus phi cosinus oméga t. Et le terme qui me reste, c'est, alors sinus oméga t, je l'ai pris, ça, alors moins avec le moins, ça fait plus L I0 oméga cosinus, alors oméga t sinus phi. Et ceci égale à E0 cosinus oméga t. Alors, puisque je vais pouvoir mettre, alors ça c'est la somme, hein, ces termes-là, et je vais pouvoir travailler par identification. Donc les termes en cosinus oméga t, ils sont là, vous voyez, cosinus oméga t, et ben, je vais les associer avec le cosinus oméga t. Et les termes en sinus oméga t, ben, je vais les associer au terme sinus oméga t qui est nul. Et donc vous voyez que ce terme-là, je vais pouvoir le supprimer. Alors je vais revenir à ma diapositive précédente. Alors, donc vous voyez, le développement que je viens de faire, il est là. Donc voilà, j'ai le terme en sinus, j'ai le terme en cosinus. Donc les termes en sinus égale à 0. Et vous voyez que le I0 sinus, je peux le supprimer, je peux l'effacer. Alors ça, c'est un stylo. Donc vous voyez que le I0, puisqu'il est en facteur sinus oméga t, je peux m'en débarrasser. I0 sinus oméga t, je peux m'en débarrasser. Cosinus oméga t, je peux le simplifier ici, là et là. Et je vais avoir l'équation, la première équation, donc moins L, vous voyez, c'est moins L oméga 0 cosinus phi plus R sinus phi égale à 0. C'est ce qui nous permet d'établir tangente phi égale à L oméga sur R. Et la deuxième équation, c'est celle qu'on va établir ici et qui nous donne ça. Alors ça, on peut s'amuser à le calculer aussi si l'on veut. Alors je vais effacer tout ça. Alors pour établir cette relation, je vais faire la chose suivante.
Alors, pour établir la relation qui est là, donc j'ai mon équation que j'obtiens de 2 ici. Donc, de 2, je vais obtenir ça. Alors, à partir de l'équation 2, j'ai L oméga I0 sinus phi plus R I0 cosinus phi égale à E0, puisque effectivement, je n'ai pas tout simplifié, égale à E0. Alors, ici, il y a différentes façons de faire. On peut déduire de la tangente phi, déduire par exemple sinus phi, et dire que sinus phi égale à L oméga sur R cosinus phi. Très bien, que je remplace ici. Et donc, je vais avoir L oméga I0. Alors, L oméga multiplié par L oméga, donc je fais L oméga carré sur R fois cosinus phi, plus R I0 cosinus phi égale à E0. Donc je peux en déduire E0 ici, je peux en déduire cosinus phi. Bon, tout calcul fait, je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dessus si vous voulez. Et je vais avoir, donc ça me donnera R E0 sur L oméga carré plus R au carré, et donc ça c'est I0 cosinus phi. Très bien. Alors, je fais la même chose, je prends ce terme-là que je remplace en fonction dans l'autre expression, et je vais tirer également une expression de... Donc si je remplace ça ici, je vais avoir une autre expression de sinus qui est sinus, alors I0 sinus phi égale à L oméga E0 sur L oméga carré plus R au carré. Donc voici les deux expressions que je vais obtenir ici. Bon, après c'est relativement simple, hein, puisque je vais, si je remplace ceci dans mon équation originale, ici, ensuite si j'utilise la propriété de cosinus carré plus sinus carré égale à 1, donc je vais avoir I0 carré facteur de cosinus carré phi plus sinus carré phi égale à la somme des deux, donc égale à I0 carré forcément, et égale à R carré plus L oméga carré, le tout sur R carré plus L oméga au carré, le tout au carré, fois E0 carré. D'où I0 égale à E0 sur racine de R carré plus L oméga, le tout au carré. Et donc on retrouve le résultat qu'on a établi ici. Et donc du coup, l'expression du courant qui va circuler dans un circuit tel qu'on l'a défini, RL série, est celui donné par cette relation-là, puisque j'ai remplacé I0 par son expression, phi, on l'a calculé à travers sa tangente phi. Alors, comme on vient de le voir, cette expression qui est celle d'un circuit simple, RL série, devient très vite complexe lorsque vous avez des circuits un peu plus élaborés. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir recours à une autre notion qui est celle des notations complexes.